Rogers. Vous regardez TV Rogers. Bonjour, ici Jacqueline Pelletier. Se préparer au décès, financièrement, légalement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec l'avocate Jessica Hull. Vous savez peut-être, nous recevons un appui financier de l'ACFO, de Patrimoine canadien et de Ottawa Ville bilingue pour réaliser ce grand projet Parlons-en, qui vous aide, j'espère, à réfléchir et à ouvrir le dialogue sur les questions liées à la fin de vie, aux divers deuils de la vie et à la mort. Bienvenue à Parlons-en, Maître Hull. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Votre cabinet J.H. Hull juridique est spécialisé en droit de l'emploi, de l'emploi plutôt, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de planification successorale, c'est votre domaine de prédilection. Alors, on pense tout de suite testament. Testament. Mais il n'y a pas seulement les testaments. Non. Et probablement que les gens qui nous écoutent se disent « Ah oui, il faut qu'on revoie notre testament, il faut qu'on le revoie avant de partir en voyage. » C'est ça. C'est ça la réalité, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Absolument. Faites-nous une petite liste pour commencer. En plus du testament. Donc, en plus du testament, normalement, on parle de procuration. Une procuration, c'est un document juridique qui donne le droit à quelqu'un d'autre de prendre des décisions pour nous si jamais on devenait inapte. Et il y a divers types de procuration. C'est ça. En Ontario, on parle de deux différents types de procuration. La procuration pour les soins de la personne et la procuration pour les biens. Donc, oui. La procuration qui va permettre à quelqu'un de s'occuper de nos finances. Et en plus de ça, lorsque nous avons parlé, en nous préparant, vous avez parlé de désignation de bénéficiaires, ce qui arrive s'il y a eu un divorce. Il y a toutes sortes de documents auxquels il faut penser à signer, autoriser. C'est ça. Donc, dans une planification successorale, lorsqu'on en discute, on parle pas seulement de testament et de procuration comme tel, mais on va aussi parler de si vous avez désigné des bénéficiaires sur vos polices d'assurance, par exemple, tout investissement enregistré, les REER, les CELI, avez-vous pris le temps de vérifier si vous avez nommé un bénéficiaire? Sinon, ça serait la succession qui serait nommée là. Et on regarde aussi la possibilité de faire une directive préalable. Donc, c'est le document dans la procuration pour les soins de la personne qui permet de dicter certains soins qu'on voudrait recevoir ou ne pas recevoir si jamais on devenait inapte. Oui. On peut écrire ça sur un bout de papier, le signer, mettre une date, trouver un témoin. Mais j'entends déjà des gens qui se disent « Ouais, c'est bien beau, mais les avocats, ça coûte cher. Moi, je suis capable de faire ça moi-même. » Oui. Est-ce qu'on a absolument besoin d'avocats ou d'autres formes d'autres professionnels? Donc, bien entendu, le testament, c'est pas obligatoire de le faire à travers, par l'entremise d'un professionnel ou d'une professionnelle. On peut le faire nous-mêmes. On peut le faire un testament, ce qu'on appelle holographe. Vous et moi, on peut s'installer ici, au bout de la table, écrire sur un bout de papier, je désigne telle personne comme procureur ou comme exécuteur de mon testament. Et je laisse tous mes biens à mes enfants signés maman. La seule chose, c'est que quand on fait un testament holographe, si certaines conditions ne sont pas remplies, le testament pourrait ne pas être valide. Ah bon? C'est ça. C'est ça. Alors, c'est toujours mieux d'avoir au moins une conversation avec un ou une professionnelle pour s'assurer que non seulement le testament va être exécutoire, mais de s'assurer que nos souhaits, nos intérêts, nos intentions soient bien reflétés dans le document aussi. Donnez-nous quelques exemples de raisons pour lesquelles le testament ne serait pas valide.
Par exemple, si on signe au bout du testament, bon, le testament pourrait être, le contenu du testament pourrait être très bien rédigé. Et puis, à la fin, on signe « Je vous aime, maman ». Il n'y a pas de signature usuelle, une signature comme si on signait un chèque. Alors, ça ne vaut pas la même chose qu'une signature usuelle. Alors ça, un manque de signature, le testament pourrait être invalide. Daté, le testament doit être daté, oui. Et s'il y a codicile, c'est-à-dire un ajout plus tard au testament des nouvelles volontés, est-ce que ça peut causer problème? Ça peut absolument causer problème. Personnellement, je n'aime pas les codiciles. Moi, c'est une question d'éliminer toute confusion par rapport à la planification, par rapport aux intentions du testateur ou de la testatrice. Donc, s'il y a une espèce de cheminement, on voit qu'à une certaine période, la personne avait certaines intentions, ensuite ça a changé encore. On a ajouté des gens, on les a enlevés. Ça peut créer de la confusion et ça peut rendre l'administration de la succession encore plus difficile. Oui. Ouais. Même s'il y a eu l'aide d'avocats, si plus tard on modifie un document et pas l'autre, il y a déjà là source de confusion. Oui, et on veut aussi s'assurer qu'on ne révoque pas le testament original en faisant un codicile. Si on fait un codicile à la maison et on se dit « Ah, je vais juste faire un petit changement moi-même et qu'on oublie de confirmer le contenu du testament primaire, alors là, ça pourrait peut-être avoir l'effet de révoquer le premier testament et de créer évidemment là, tout un conflit. Oui, tout un conflit de la confusion. Et là, tout peut être contesté. Oui. Testament, on parle beaucoup de testament, mais disons un mot sur les procurations. On fait ça de son vivant, toutes ces choses-là. Il ne faut pas attendre d'être décédé. Exactement, exactement. Puis on se dit souvent, on y pense, mais c'est sûr que ce genre de document, ça demande une réflexion personnelle, une réflexion profonde. Ça demande aussi des fois des conversations que on est peut-être on se sent pas prêt à avoir ou des conversations un peu plus difficiles avec des membres de famille ou des amis proches. Mais c'est des documents qu'il ne faut absolument pas attendre de faire parce que, bien évidemment, quand il arrive quelque chose, c'est trop tard et il y a rien à faire. Mais au niveau de la personne, il y a des options, mais c'est compliqué et ça peut coûter beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive, comme avocate, d'accompagner un client ou une cliente dans ses conversations avec la famille? Je pense, par exemple, à une situation où la personne dit « Je déshérite un de mes enfants ». Exemple. Est-ce qu'il vous arrive d'accompagner dans ces conversations-là ou de recommander d'autres professionnels? C'est une bonne question. La question ne m'a jamais été posée par un client ou une cliente. Je n'ai jamais participé à de conversations avec la famille en général. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de conversations avec les clients qui souhaitent soit déshériter ou ajouter quelqu'un, puis ils savent peut-être que ça va créer de la friction dans la famille. Moi, ce que je recommande toujours, c'est d'en discuter non seulement avec un avocate ou un avocat, mais d'autres professionnels qui entourent la famille, que ce soit un comptable ou un planificateur financier ou n'importe qui pourrait ajouter de la valeur à cette conversation-là. J'en profite pour le suggérer. Quelqu'un fait son testament, procuration, et les personnes nommées, disons qu'il y en a deux, et une des deux décède ou change d'idée.
Complications? Ça dépend comment le testament est rédigé. Alors là, dans le testament, on a l'opportunité de nommer un exécuteur testamentaire. On peut nommer plus qu'une personne. On peut les nommer, puis on les nomme normalement conjointement. Donc, toutes les décisions sont prises de façon conjointe. Si une personne décède, le testament doit identifier que la personne qui demeure peut agir seule, ou on nomme un remplaçant ou un substitut pour prendre la place de la personne qui est décédée. Et avant d'aller en pause, je voudrais savoir si les exécuteurs sont obligés de respecter toutes les décisions exprimées dans un testament ou dans des procurations. Donc, un testament qui est fait de façon légale, une procuration qui est faite de façon légale, tant et si longtemps que le contenu est légal, l'exécuteur testamentaire ou les procureurs sont tenus d'y respecter. Oui. Et s'il s'agit de volonté au moment du décès, par exemple, grand-maman indique qu'elle ne veut pas être incinérée, elle indique qu'elle veut être enterrée à tel endroit, etc., 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 qu'elle n'aime pas les roses, elle veut des œillets et tout ça. Dans ce cas-là, est-ce que les responsables, c'est peut-être moins officiel, c'est peut-être plus officiel, mais est-ce qu'ils sont liés par ces volontés-là? Parce qu'il faut aussi tenir compte de budget. Absolument, oui. Tant et si longtemps que c'est possible de le faire et que c'est légal de le faire, les exécuteurs testamentaires sont liés par les dernières volontés du testateur ou de la testatrice. C'est le but du testament, d'exprimer nos souhaits, nos dernières volontés. Alors oui, tant et si longtemps que c'est possible, les exécuteurs testamentaires seront liés par les... Et si ce n'est pas inscrit dans le testament, mais sur un document séparé? Alors là, c'est un petit peu différent dans le sens que ça n'a pas la même valeur juridique que du testament. Mais ce qui est important, c'est les dernières volontés du testateur ou de la testatrice, moindrement que les personnes que vous avez choisies, vous respectez, vous et vos volontés. Il ne devrait pas y avoir de problème. Oui. Les arrangements préalables sont de plus en plus courants. C'est-à-dire que les gens viennent voir les entreprises funéraires et disent « Moi, je voudrais payer d'avance. » C'est ça. En totalité ou en partie. Oui. D'abord, est-ce que c'est bien réglementé? Et deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez? Oui, alors j'ai beaucoup de gens qui m'approchent avec, ils ont déjà prépayé leurs frais. Leurs frais, oui. C'est ça. Et puis moi, ce que je fais normalement, c'est que j'inclus une mention dans le testament que les arrangements ont été faits. Bien fait. J'en attache une copie au testament, je le garde au dossier. Comme ça, lors du décès, il n'y a pas de confusion. L'information est là, disponible. Et il n'y a pas de... On n'est pas là à essayer de chercher les documents en question. Le tout est mentionné dans le document comme tel. Oui. Et ces fonds-là, à ma connaissance, sont très, très réglementés, ne jouent pas dans cet argent qui veut. Non. Personne, de fait. Non, exactement. Oui, c'est très bien réglementé et j'encourage beaucoup les gens de procéder avec ou de faire ce processus-là ou d'y penser au moins. Ça l'enlève un gros stress sur la famille. Oui, c'est ça. Il faut penser aux autres, n'est-ce pas? Quand on quand on parle de tous ces documents, c'est beaucoup pour les autres qu'on le fait. Alors, Jessica, on va passer à une petite pause et ensuite, on va parler de cette boîte qui est là, que vous avez conçue et de l'importance de bien conserver tous ces documents. Alors, une petite pause et je vous reviens avec plus de renseignements de nature légale avec Maître Jessica Hull. À tout à l'heure. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Lundi, c'est la fête de l'Action de grâce et nous profiterons de l'occasion pour vous présenter les meilleurs moments d'entre nous. Vous aurez l'occasion de voir ou de revoir 2 épisodes qui se sont distingués par leur contenu et par les entrevues qui y furent présentées. Nous serons de retour avec une nouvelle émission mardi le 13 octobre prochain. D'ici là, nous vous souhaitons de passer une joyeuse Action de grâce. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche, 19h sur TV Rogers. Jacqueline Pelletier de retour avec mon invité, Maître Jessica Hull. Nous parlons jusqu'à maintenant de documents. Nous passons à quelques autres sujets, mais avant. On a certains de ces documents, certaines personnes y ont pensé, et ça traîne quelque part dans la maison, dans un dossier, on ne se souvient pas trop où on l'a mis. Vous avez conçu une boîte pour aider à vos clients, pour les encourager à réfléchir à cette question. À réfléchir à la question, à s'organiser aussi, surtout. Le problème que je trouvais dans les dernières années, c'est que lors d'un décès, j'accompagne aussi les familles, les exécuteurs testamentaires dans le cheminement de l'administration de la succession. Oui. Et puis, je trouvais la question qui se posait dans la famille, c'était souvent « Ah, OK, est-ce que maman avait de l'assurance vie? Oui, OK, avec quelle institution? Où étaient les comptes de banque? Oui. Quel bien est-ce que maman elle avait? Papa, est-ce qu'il y avait des investissements? Avec qui? Dans d'autres pays, dans d'autres pays, tu sais. Et puis, la famille se crée, qui prend la charge de l'administration de la succession. On perd beaucoup de temps à chercher les documents. Oui. Et puis, ça crée des délais, ça crée du stress. Donc, le but de la boîte, c'était vraiment de créer un endroit où on place nos documents dans un même endroit et puis on le range en quelque part sécuritaire dans la maison. Sécuritaire dans la maison et s'il y a un feu, comme on me dit souvent. Oui, oui. Donc, idéalement, tu sais, on place nos papiers super importants dans un coffre-fort à l'abri du feu et de l'eau. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à ce genre de coffre et aussi, ça peut causer des problèmes au décès si on n'a pas la combinaison, si on n'a pas la clé, si on n'a pas, tu sais. Alors, cette boîte, le but, c'est pas de protéger le document, tu sais, de le mettre à l'abri du feu ou de l'eau. C'est vraiment de s'assurer que le tout est ensemble. Oui. Et puis qu'au moment du décès, il faut tout simplement prendre cette boîte-là, puis l'amener chez l'avocat ou le comptable, et le tout est là. Et idéalement, il y a une copie des documents chez l'avocat ou chez un des exécuteurs ou une des exécutrices, je suppose? C'est ça. En temps normal, l'avocat ou l'avocate qui va s'occuper de la rédaction du testament garde la copie originale. Oui, bien sûr. Et puis une photocopie est donnée au client. Par la suite. Oui. Ouais, les procurations aussi. Je vais aborder un autre sujet qui n'est pas nécessairement directement de votre ressort, mais on parle tellement des gens, surtout des aînés, qui subissent de l'abus, soit par téléphone, courriel, même parfois de la famille. On parle d'abus financiers, chantage, on parle de pression pour signer ci, signer ça, modifier ci, modifier ça. Quelles sont les bonnes habitudes que vous recommandez d'adopter pour se prémunir contre ce terrible problème? Oui.
Oui, c'est vraiment, c'est un terrible problème, comme vous dites, et c'est malheureusement très présent dans la société. Mais il ne faut pas avoir peur d'en parler. Lorsqu'on voit ou on entend quelque chose qui cloche, tu sais, qui fait pas de sens ou qui... posez des questions, informez-vous, parlez à la famille, parlez aux amis proches. C'est pas quelque chose qu'il faut avoir peur d'aborder comme sujet pour protéger la personne vulnérable, bien entendu. Dans certains cas, je suppose que ça vaut même la peine d'appeler la police. Plutôt d'appeler la police pour dire, écoutez, je suis inquiet ou inquiète de ceci. Le petit-fils, apparemment, qui est en voyage et qui manque d'argent, alors celui-là, on l'entend souvent. Oui, on l'entend souvent. Oui, absolument. L'autre chose aussi, ça m'apporte à parler encore une fois des fameuses procurations. Oui. Quand on n'a pas de procuration, les membres de la famille peuvent s'imposer ou faire la demande pour s'occuper de nos choses. Oui. Et puis, quand on prend le temps de bien se préparer, d'avoir ces conversations-là, on a le choix. De choisir la personne à qui on a confiance. Ça veut pas dire que ça va éliminer le fait, l'abus ou l'abus potentiel, mais ça va réduire les chances énormément. Avez-vous croisé des situations où un couple n'est pas marié, mais vit ensemble depuis quelques années, ou même un couple gay, où on résiste à respecter les volontés parce qu'ils ne sont pas mariés ou parce qu'ils sont gays? Avez-vous croisé des situations comme celle-là? Au moment du décès? Au moment du décès, ou même avec une procuration. Un des membres du couple est hospitalisé et on hésite à reconnaître l'autorité de l'autre au niveau de la procuration. Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai pas eu à gérer une telle situation encore où on hésite à cause du couple. Bien sûr, si la procuration est bien faite, les professionnels, les médecins, sont obligés de respecter les souhaits qui s'y trouvent dans le document et de prendre l'information de la personne qui est nommée dans cette procuration-là, que la personne soit mariée ou non. On s'inquiète beaucoup ces temps-ci de aide médicale à mourir. Il y a des gens qui signent des documents, qui en parlent à leur médecin. On connaît tous les malaises, toutes les inquiétudes. C'est ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion de réfléchir à cette question-là, aux dimensions légales, juridiques ou autres? Oui, alors c'est une question qui m'est posée très souvent, l'aide médicale à mourir. Ce qui est important de comprendre avec l'aide médicale à mourir, c'est qu'il faut, pour pouvoir qualifier pour ce service-là, il faut être apte jusqu'à notre dernier souffle. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut préparer d'avance, que ce soit dans un document juridique ou autre. Il faut être apte jusqu'à la fin pour pouvoir y avoir accès. Donc, je me fais poser la question souvent par rapport à l'Alzheimer, tu sais, si je souffre d'Alzheimer ou si je souffre de démence, est-ce qu'on peut indiquer dans un document que, tu sais, j'aimerais avoir accès à l'aide médicale à mourir? Oui. On peut peut-être l'indiquer, mais ça n'a pas une valeur légale. À moins que la loi change. Et on sait qu'il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. Pour élargir l'accès. C'est ça. Écoutez, un autre sujet que je veux aborder avec vous, ce sont ces personnes qui n'iront pas voir des professionnels ou qui ne peuvent pas se le permettre, mais qui auraient besoin de conseils. Il existe des services pro bono, c'est-à-dire gratuits. Pouvez-vous nous en dire un petit mot? Oui, absolument. Donc, la clinique juridique pro bono en Ontario, qui se situe à la cour sur la rue Elgin. Oui. Cette
puis en ce moment, tout se fait virtuellement, donc c'est très pratique. Mais cette clinique offre des services juridiques gratuits pour des gens qui qualifient pour le service. Donc, on appelle, il y a un petit questionnaire à remplir et ensuite, on peut obtenir des conseils juridiques d'avocats ou d'avocates qui travaillent à la clinique pour soit nous aider à rédiger le document ou pour produire une ébauche qu'on peut réviser avec eux. Même chose pour les procurations aussi. Donc, on parle de testament, procuration, toute question par rapport à la planification successorale. Dans le cas de documents comme un testament ou des procurations, est-ce que c'est un contact ou est-ce qu'il peut y avoir un certain suivi par ces avocats ou étudiants en droit? Il peut y avoir un suivi. La seule chose, c'est que vous allez peut-être pas communiquer avec le même avocat ou la même avocate parce que le service est offert par des professionnels qui donnent leur temps, pas nécessairement à tous les jours. Oui. Et puis, si vous parlez à quelqu'un, disons, le lundi, alors le mercredi ou le vendredi, vous allez peut-être pouvoir parler à quelqu'un d'autre à la clinique, mais ce sera peut-être pas le même professionnel ou la même professionnelle avec qui vous avez eu la première conversation. Vous contribuez vous-même à cette clinique-là? Oui, je contribue à cette clinique une fois par mois. Moi et mon mari, on donne notre temps pour une journée. C'est beau. Je suis certaine que c'est très apprécié. Il existe un réseau national d'étudiantes et étudiants pro bono. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à des étudiants qui n'ont pas encore franchi toutes les étapes du droit? Alors, c'est plutôt un service de communication, d'avis, Pour moi, c'est un organisme qui est très important pour ouvrir la conversation. Et puis, on peut aussi, par la suite, poser plus de questions à d'autres professionnels ou en parler avec des membres de la famille ou appeler la clinique ou des choses comme ça. Mais c'est un service qui est quand même assez très fiable et les gens peuvent avoir de très bonnes conversations avec ces étudiants qui sont appuyés, bien entendu. Oui. Alors, on peut avoir confiance. S'il y avait un conseil que vous pouvez ajouter 2-3 idées si vous voulez, mais qu'est-ce qui est l'essentiel quand on parle de décès, fin de vie et penser à ceux qui vont être responsables? Oui, absolument. Donc, le conseil que je donnerais à tout le monde, c'est de vraiment prendre le temps, non seulement d'y penser, mais d'agir, de ne pas attendre, de s'organiser non seulement au niveau du document, mais de rapatrier nos papiers, de tout mettre ça ensemble et de s'assurer que on simplifie la vie des gens qui vont rester après le décès, qui vont s'occuper de nos choses, qui vont être en deuil. Oui. Et le but, c'est de simplifier la tâche pour la famille et nos êtres chers. Et de s'assurer que nos volontés soient respectées, parce qu'après tout, c'est notre vie. Absolument. Et si je peux me permettre d'ajouter, de partir sans avoir de regrets. Régler les conflits avant de déshériter ou avant de limiter. C'est ça. Maître Wood, je vous remercie. Je rappelle que votre cabinet est situé à Orléans et que les gens peuvent faire appel à vous si on le veut. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à notre série Parlons-en. C'est un plaisir. Donc, c'est la fin pour aujourd'hui. Nous essayons d'aborder plusieurs aspects, des considérations à aborder, à discuter, auxquelles il faut réfléchir quand on parle de fin de vie. Cette série vous est offerte en direct, pas en direct, c'est-à-dire en exclusivité à TV Rogers par la Coopérative funéraire d'Ottawa. Je vous remercie de votre présence. Suivez notre série. Il faut en parler. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Une clôture
clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'auteur franco-ontarien Pierre-Luc Bélanger. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.